Donc là, on va être pendant 45 minutes avec Stevan Dojsinovic qui va nous présenter Investigative Dashboard, donc pendant 3 quarts d'heure. Alors, Stevan est membre de plusieurs organisations dans les Balkans, organisations qui se consacrent au journalisme d'investigation. D'abord le Center for Investigative Reporting, Center for Investigative Network, pardon, pour lequel il travaille, et également un projet qui est un projet pour le reportage consacré au crime organisé et à la corruption, qui est une organisation à but non lucratif, qui est financée par des fondations, je crois, et qui a été créée à l'initiative d'un journaliste d'origine roumaine qui s'appelle Paul Radu. Et c'est dans le cadre de ce projet pour le reportage sur le crime organisé et la corruption qu'a été développé ce tableau de bord d'investigation, Investigative Dashboard, que va nous présenter Stevan. Je te laisse la parole pour expliquer de quoi il s'agit. Thank you. Merci, je crois qu'on m'entend. Alors, je m'appelle donc Stevan Dojsinovic et je travaille dans les Balkans. Je travaille sur ce projet donc de réseau de reportage d'investigation. Nous travaillons sur une vingtaine de pays au total autour des Balkans. Alors je suis ici non pas pour vous parler tant de nous, mais plutôt pour vous parler de l'un de nos produits qui s'appelle donc ce dashboard, ce tableau de bord d'investigation. On pourrait dire que c'est un outil de coopération collaboratif pour tous les journalistes du monde. Alors l'idée, c'est d'avoir une plateforme en ligne sur laquelle les journalistes peuvent coopérer, collaborer dans le cadre de leurs investigations. Ça leur donne les outils qui leur permettent de répondre à un certain nombre de questions juridiques. Tout d'abord, les questions de fond. La première idée de cette plateforme, c'est de vous aider à régler ou de vous aider le cas échéant, à régler les problèmes financiers auxquels vous pouvez être confrontés. Alors, si vous allez sur ce site, vous verrez comment les choses fonctionnent. Ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que c'est un outil en évolution, en développement, donc c'est un projet, un brouillon si vous voulez, et que nous allons chercher à l'améliorer, que ce soit au niveau visuel, au niveau fonctionnel ou autre. Donc, si vous vous rendez sur ce site, vous le verrez au fil du temps, il s'améliore. Ensuite, nous travaillons avec 2 réseaux de journalistes. Il y a le nôtre, donc, qui va des Balkans à la Russie, et un autre qui est africain. Un réseau de journalistes africains et d'autres journalistes du monde entier nous ont aidés à concevoir cette base de données. Alors, de quoi s'agit-il? Vous allez sur Google, vous tapez Investigative Dashboard et vous arrivez sur notre site. Oh, I have problem with French. Okay. Yeah, keyboard I cannot find. Je m'en mêle les pinceaux dans le clavier français. Alors, si vous suivez nos enquêtes, vous le voyez, nous travaillons sur des reportages transfrontaliers, donc on ne s'intéresse pas tant aux questions nationales. En général, on travaille sur des projets qui impliquent plusieurs pays, au moins 5 en général, pour suivre la corruption ou la criminalité organisée. La criminalité organisée, comme vous le savez, c'est un phénomène qui dépasse les frontières d'un pays en particulier, dans la plupart des cas. Et pour pouvoir enquêter sur des groupes qui se livrent à ce genre d'activité, il est important de pouvoir coopérer à l'échelle internationale. Pour qu'il s'agisse de blanchiment d'argent ou autre, les enquêtes sur telle ou telle entreprise, etc., vous avez besoin évidemment de travailler à l'échelle transnationale. Donc, vous avez donc le site Investigative Dashboard qui vous propose plusieurs solutions, des outils de recherche. Alors, ce qu'il faut retenir dans un premier temps,
c'est la partie que vous avez en haut qui s'appelle Worldwide Company Data. Alors, si vous cliquez là-dessus, vous obtenez ça. Vous pouvez toujours cliquer sur TextBase à droite, TextBase pardon, à droite pour avoir, si vous n'arrivez pas à afficher les images. Donc bref, voilà un aperçu des différents pays concernés. Et vous avez des données type of data et accessibilité. Alors, si vous voulez travailler sur les questions de corruption, par exemple, vous allez avoir un certain nombre... en admettant que vous ayez des informations sur le fait que tel ou tel politique dans votre pays dispose d'un compte à l'étranger sur de l'argent, alors ça peut être en Nouvelle-Zélande, ça peut être en Autriche, ça peut être au Liechtenstein, au hasard, à Chypre. Et donc, ce site, tout d'abord, quand vous y allez, va pouvoir vous donner pour chacun des pays un certain nombre d'informations, à savoir comment avoir accès au registre officiel des sociétés de ces pays, parce que sur certains sites, pour certains pays, il n'y a pas de traduction en anglais, donc il va falloir que vous fassiez de la recherche, des recherches, et ce sera un peu compliqué. Alors que là, on a recueilli pour tous les pays les principaux registres qui existent pour les sociétés. Et évidemment, c'est mis à jour, c'est actualisé régulièrement, sinon ça ne marcherait pas. Donc, vous choisissez un pays au hasard, la Serbie. Alors en Serbie, il y a 12 registres qui vous permettront de retrouver des actifs. Ensuite, une fois qu'on a cliqué, on obtient les données qu'on peut obtenir, type of data, à droite. Vous cherchez des entreprises sur des informations sur telle entreprise, pardon, etc., etc. Vous avez la liste à droite. Et puis, le chiffre sur la droite vous donne le nombre de registres que vous avez pour ce type de données. Et puis ensuite, l'accessibilité, est-ce que c'est gratuit ou payant? Dans certains pays comme la Serbie, par exemple, vous allez pouvoir faire des recherches gratuitement. Dans d'autres, ce sera payant. Disons, notamment dans les pays de l'Union européenne, il va falloir payer pour avoir accès à tous ces registres. Et les gens ont tendance à penser que si vous allez à l'Est, il est plus compliqué d'avoir accès aux données, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout vrai. Plus on va à l'Est, si l'on sait ce que l'on cherche, on peut trouver ces données-là gratuitement. En général, vous allez pouvoir avoir accès au registre sans rien avoir à payer. Alors, information de base. Vous cherchez des informations de base sur les entreprises. Donc, on a deux registres qui apparaissent ici en bas, Belgrade. Alors, on voit qu'on a des données provenant de la bourse, Stock Exchange, et qu'on a National Registry, registre national. Donc, il suffit à ce moment-là de s'enregistrer. Alors, les liens ne sont pas uniquement vers le site, ce sont les bons liens pour accéder aux bases de données. Prenons le nom si vous connaissez le nom de l'entreprise, vous pouvez simplement le taper et à ce moment-là, vous allez facilement trouver le propriétaire de l'entreprise en question. Voilà. Alors tapons une entreprise internationale comme Hypo, banque allemande. Si c'est basé en Serbie, vous allez trouver qu'il y a beaucoup évidemment de succursales de la dite banque. Si vous cherchez les détails, vous allez facilement vous allez donc pouvoir trouver le nom des propriétaires ou des gens qui interviennent dans ces différentes succursales. Parfois, on l'a vu là, en Serbie, il n'y a pas de traduction en anglais. Voilà pourquoi ce site, si vraiment vous n'avez
aucun moyen de comprendre de quoi il s'agit, si vous êtes incapable de vous retrouver dans cette jungle en alphabet cyrillique, vous pouvez trouver des explications. Nous avons fait des tutoriels pour un certain nombre de pays. Et vous aurez donc des tutoriels qui vous diront où cliquer, comment accéder, etc. En plus, il ne s'agit que de registres officiels, donc c'est des registres officiels publics, gouvernementaux. Ce que l'on propose par ailleurs, c'est un certain nombre d'autres données issues du scraping. Et l'idée, c'est qu'on a des hackers, des informaticiens qui tirent des informations de certains sites que l'on réindexe et republie. Alors pourquoi est-ce qu'on se livre à cet exercice? Eh bien, parce que dans la plupart des pays, si vous voulez avoir des informations sur des entreprises via les registres publics, vous allez simplement pouvoir taper le nom de l'entreprise et ensuite vous verrez le propriétaire et les administrateurs. Mais si vous voulez faire une recherche inversée en partant du nom de la personne, bien souvent, ça n'est pas possible. Et alors que c'est ça qui est intéressant justement pour les journalistes, c'est justement de se dire, voilà, on a un député, on a tel ou tel type qui appartient à telle ou telle bande criminelle et on aimerait justement savoir dans quelles entreprises il a des actifs. Voilà pourquoi on a inversé la base de données, ce qui signifie que vous allez pouvoir trouver toutes ces informations assez facilement en partant du nom. Parallèlement, on essaye donc de scraper autant d'informations que possible à partir des bases de données des pays offshore. Comme vous le savez, il est toujours difficile de mener des enquêtes sur l'argent qui est sur ces pays offshore, dans ces pays offshore. Voilà pourquoi on a mis tout ça en ligne. On a gratté toutes ces informations et on les a mises en ligne. Prenons Panama. Why is not? Okay, so you can click to Panama. So you have official business registry, which is not possible to Registre des sociétés officielles, donc vous ne pouvez pas faire de recherche par nom, vous pouvez juste taper le nom de l'entreprise, pas des personnes. Et bien souvent, on ne connaît même pas le nom de ces entreprises alors que c'est la propriété de tel ou tel homme politique dans votre pays qui l'a caché sur un compte à l'étranger. Mais, étant donné que ça a été gratté, scraped, ça c'est la version texte, hein. C'est juste pour vous montrer, sans animation, donc c'est plus rapide sur Internet. Donc je recommence par Panama parce que ça n'a pas marché. Donc vous cliquez sur Panama, comme je le disais. Vous avez donc un registre public d'entreprise et vous avez le registre gratté. Et là, en cliquant dessus, vous pouvez faire une recherche. Vous pouvez ça a été réindexé, donc vous pouvez taper le nom d'une personne. Et si cette personne est administrateur de telle ou telle société, bien ça apparaîtra au Panama, évidemment, ça apparaîtra directement. Why? Ah, why? Double V or? Okay, so you can tell us actually what are you looking for. Dites-nous ce que vous cherchez. C'est... Well, I'm Khadija Ismailova. I also work with organized... Je travaille aussi sur ces questions de
corruption et de criminalité organisée. Je dois dire que j'ai beaucoup utilisé ce site Internet pour enquêter sur les activités de certains oligarques, dont le président Thornton. Et tout ça est caché derrière des entreprises écrans à Panama. Et une fois que j'ai entendu parler de cet outil, bien, je dois dire que j'ai justement fait la recherche la plus populaire en Azerbaïdjan. Il y a un quart de la population qui s'appelle Aliyev en Azerbaïdjan, figurez-vous. Donc on le voit immédiatement, il y a des noms que l'on connaît très bien. Leyla Aliyeva, ça c'est la fille du président. Arzu et Meriban, députée de sa personne, et première dame, qui est la mère donc de ces deux jeunes femmes. Alors on va cliquer. Alors il y a deux écritures pour Leyla, l'une avec un i, l'autre avec un y. Enfin bon, peu importe. Très bien. Donc on a simplement pris le nom du président, on l'a tapé, on trouve plein de noms qui apparaissent et on a réduit à sa famille à lui. Et c'est très intéressant pour avoir des informations sur les actifs cachés de cette famille présidentielle au Panama. Est-ce qu'on peut revenir en arrière et choisir une autre Leyla? Alors ça aussi, c'est très intéressant. Il faut toujours rechercher les noms avec différentes orthographes, évidemment, parce qu'il peut y avoir des coquilles dans les différentes bases de données. Alors, ensuite, on a fait une recherche Google pour chacune de ces entreprises. Vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle d'entre elles. Et vous voyez donc qui sont les propriétaires, Leyla, Arzu et Olivier Mestellan, un Suisse. J'ai lu sa bio à Bakou, le magazine de Bakou qui est présidé par Leyla. Donc j'ai appris qui était cet Olivier Mestellan dans son propre magazine, elle. Enfin bon, peu importe, c'est pas très intéressant parce qu'il n'est que secrétaire. Le trésorier et les principales administratrices, ce sont les filles. Donc ces entreprises, revenons-en à la liste des entreprises, certaines, 3, étaient utilisées pour cacher des intérêts dans des entreprises téléphoniques. Le gouvernement d'Azerbaïdjan nous mentait depuis 6 ans en disant que c'était Siemens qui était détenteur propriétaire de ces entreprises, Siemens, entreprise allemande, et de cette entreprise de téléphonie qui s'appelle Azerphone, télécommunications mobiles en Azerbaïdjan. Et en fait, voici les principaux détenteurs ou actionnaires. Siemens n'a absolument rien à voir avec ces entreprises, et ces 3 entreprises panaméennes apparaissent dans cette liste. Donc, Gladman, Newson et Linden. Donc, les autres entreprises sont actionnaires d'une autre entreprise immatriculée au Royaume-Uni qui fait de l'extraction d'or, qui détient des mines d'or. Voilà, donc il y a beaucoup de choses vraiment passionnantes et c'est vraiment comme ça qu'on utilise cet outil. Voilà. Oui, et pour finir, simplement, je dirais que si vous avez un problème à trouver quelque chose, vous pouvez regarder le tutoriel qui vous montre bien comment trouver les différentes informations et comment avoir accès à tous ces registres. Voilà, c'est ça, Investigative Dashboard, ce qui permet donc aux journalistes de trouver des informations pour les articles qu'ils rédigent. Merci. Vous donner la parole pour quelques questions. J'aimerais savoir, lorsque vous faites du scrapping, se pose une question, est-ce que les données sont actualisées? C'est-à-dire, est-ce que vous refaites le scrapping des données pour que les données soient actualisées et à quel rythme? Well, at this point, alors, pour l'heure, il faut encore qu'on couvre
toutes les bases de données. Donc on n'a pas fait d'actualisation. Il faut le faire, évidemment. Il va falloir mettre à jour tout ça. Mais il y a tellement de pays, il y a tellement de bases qu'il va falloir qu'on obtienne tout et ensuite on remettra tout, on va tout réactualiser. Donc au Panama, c'est vrai que ça date d'un an ou deux. Donc s'il y a des entreprises qui ont été créées l'an dernier, probablement vous n'allez pas la trouver. Mais on va à terme actualiser la base. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de gens qui travaillent sur ce projet, donc c'est une question de moyens, quoi. Une question de ressources humaines. Derrière ce projet, how many people? Organized crime corruption. Sur ce projet de criminalité organisée, Investigative Dashboard, 5, je crois. 5, pas plus. Y a-t-il des questions? Wow. Alors moi j'ai d'autres questions à poser. Est-ce que, outre le cas de l'Azerbaïdjan dont on a parlé, est-ce que cet outil a déjà été utilisé dans d'autres pays ou dans d'autres situations pour faire émerger des scandales ou des actes de corruption? Yeah. Alors je vais vous montrer ce qu'on a publié aujourd'hui en Serbie. Ça me semble intéressant. Il faut que je retourne sur Google. So, what we done? There was En fait, en Serbie, nous avons des groupes de criminalité organisée très importants qui faisaient du trafic de drogue et qui ont même tué le Premier ministre en 2003. Enfin bref, c'est totalement incroyable. Mais en fait, ils ont même fait assassiner le Premier ministre parce que le Premier ministre avait commencé à faire des choses contre ces narcotrafiquants. Bref, donc ces gens-là de ce groupe ont été mis en prison ensuite. Mais ce qui s'est passé, c'est que leurs actifs ont également été saisis. Les actifs de cette mafia ont été saisis. Et tout ce que l'État a pu trouver, c'est pas grand-chose, c'était limité à très peu, alors qu'ils avaient des millions d'euros sur des comptes, plus tous les stocks de drogue, etc. Donc leur puissance financière dépassait les 100 millions d'euros, mais ils n'ont à peu près rien trouvé. Donc si vous essayez, donc on a évidemment essayé de faire des recherches ailleurs, parce qu'évidemment ils ne cachaient pas leurs actifs ou leurs fonds en Serbie, donc il a fallu qu'on fasse des recherches un peu plus loin, en dépassant nos frontières, et on a réussi à trouver une entreprise au Panama, figurez-vous encore une fois, avec entreprise qui avait été créée par ce type directement. Alors que la police n'avait rien trouvé, nous on a réussi à trouver, et l'enquête policière remontait à 2003, mais cette année, donc 10 ans plus tard, on a réussi à retrouver cette entreprise, et lorsque je présentais les documents aux autorités, aux policiers, ils n'arrivaient pas à en croire leurs yeux. So we published this story today. Nous avons publié cette histoire aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'ils n'ont pas fondé cette entreprise avec leur vrai nom. Ils ont utilisé des faux documents. Alors pour trouver cette entreprise, il faut faire la recherche avec les faux noms. Voici la chronique, elle vient juste d'être publiée, donc voici un extrait du document. Nous avons trouvé 3 noms dessus. Il y a un des leaders du groupe, sa femme. Normalement, cette troisième personne, et ce sera une personne qui va être utilisée par procuration, c'est la personne qu'on va trouver donc en Serbie et qui va contrôler le compte bancaire, parce que le compte est caché au Panama. Alors tout d'abord, nous sommes allés chercher dans le dossier
de police, le casier policier, et nous avons trouvé les faux passeports. Voici le faux passeport du leader de la mafia. Là, on dirait que c'est quelqu'un un peu intello parce qu'il avait une sorte de double personnalité. Donc, normalement, il ne porte pas de lunettes. Dans la réalité, il a l'air beaucoup plus dangereux. Il y a un faux nom. Alors, on va aller chercher dans la base de données. On va saisir son faux nom. And then when we search it, Et ensuite, on fait une recherche. Voilà, il apparaît. Quand on ouvre, on voit qu'il y a un autre nom, Alexandre Ivanovitch, c'est le vrai nom de sa femme. À ce moment-là, donc, nous étions certains que c'est lui. Nous avons continué à faire des recherches sur cette entreprise. Donc, nous avons trouvé cette entreprise au Panama. Là également, grâce à ce dashboard d'enquête, il y a également des liens avec des entreprises en Grèce. Donc, nous sommes allés chercher en Grèce, ils avaient des appartements et ainsi de suite. Donc, nous avons réussi à tracer les actifs 9 ans après que la police ait fermé ce dossier. Ils étaient vraiment choqués, ils avaient du mal à le croire. Questions. Si on peut amener le micro. Ici devant. Alors, voilà. Et Radija ensuite. Hi, Agenda is my name. I work for the Namibian. Bonjour, je m'appelle Achanta, je travaille pour la société de diffusion en Namibie. Je voulais savoir si vous avez quelques astuces que vous pourriez partager avec nous parce que vous faites un travail fantastique et vous enquêtez sur des personnes, sur des vraies personnalités. Comment faire attention et comment ne pas vous être révélé? Vous voulez avoir des astuces pour faire des recherches ou bien pour vous protéger? Non, comment vous protéger? Comment sécuriser vos vies? Alors là, c'est un peu hors sujet, mais normalement, ce que nous faisons, nous essayons d'être aussi sophistiqués que possible. Nous sommes très attentifs à la cybersécurité. C'est la première étape parce que lorsque nous rédigeons ce genre de choses, en premier lieu, nous allons faire tout notre possible pour éviter que ces personnes sachent qu'on enquête sur eux. Et si jamais ils découvrent, il vaut mieux qu'ils ne découvrent qu'au dernier moment, quelques jours avant que vous allez publier le récit. Alors, il vaut mieux pas qu'ils sachent plus en avance parce que sinon, ils pourraient vraiment vous faire du mal, faire des choses beaucoup plus problématiques. Il y a quelque temps, quelqu'un a fait une fuite d'informations sur quelqu'un sur qui nous travaillons. Et donc, maintenant, ces personnes savent que nous travaillons sur eux. Et maintenant, nous n'allons pas pouvoir finir notre travail sur eux. Nous essayons seulement d'accélérer notre travail pour pouvoir publier quelque chose et laisser le reste pour l'avenir. Parce que on ne fait jamais deux histoires de suite sur des mêmes personnes. On attend toujours un an ou deux parce que ces personnes sont vraiment très dangereuses. C'est donc très important de leur cacher ce que vous faites le plus longtemps possible. C'est la première chose qui est importante. En deuxième lieu, ce que nous avons appris, et là pour moi je pense que c'est une bonne astuce, une leçon que nous avons apprise, c'est qu'ils doivent bien comprendre ce que vous faites. Parce que, en fin de compte, vous allez devoir être ouvert avec eux. Et vous connaissez leurs associés, leurs anciens associés. On ne sait pas si ces personnes sont contre eux ou bien si elles travaillent encore avec eux. À ce moment-là, il faut être complètement ouvert. Vous allez devoir être ouvert à communiquer avec ces personnes-là. Ce n'est pas intelligent de se cacher de ces mafieux pendant cette période de la recherche, parce que sinon ils vont essayer de vous attaquer. D'une certaine manière, vous allez devoir avoir une sorte de canal pour communiquer avec eux. Généralement, ça se fait à travers des médiateurs. Généralement, leurs associés trouvent vos amis. En général, en Serbie, ce sera vos collègues, des journalistes. Et ils vont vous faire passer des messages à ce collègue. Et vous allez devoir donner quelque chose en retour. Il faut jouer comme ça, en équilibre. N'allez pas donc vous cacher à la maison, sinon ils vont vous trouver.
C'est vraiment assez délicat. C'est un thème dont nous pourrions discuter toute la journée. Je ne sais pas si cette astuce vous sert parce que c'est différent d'un pays à un autre. En Serbie, c'est surtout des groupes de trafic de drogue. Ils sont endurcis, ils savent tuer, donc ils sont également très dangereux. Juste si je peux dire un mot, peut-être dire que vous êtes quelqu'un qui a pris beaucoup de risques en Azerbaïdjan. On voit dans un documentaire récent qui a été diffusé en France une partie de votre histoire et pour faire sortir un certain nombre de vérités de votre pays. Je dis pour les gens ici qui ne vous connaissent pas que vous avez dû prendre un certain nombre de risques physiques. Et donc voilà, je voulais le dire en vous présentant avant que vous posiez votre question. Il n'y a pas de sécurité absolue dans cette profession. Ça, c'est juste pour être clair. Et bien sûr, il y a quelques astuces. Par exemple, vous pouvez toujours faire référence à votre rédacteur international qui ne peut pas empêcher la publication de cette histoire et lui détient tous les documents, donc vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un veut essayer d'empêcher cette histoire avant qu'elle ne soit publiée, vous allez mentionner un rédacteur qui est à l'étranger et donc vous ne pouvez rien y faire. Ça, c'est une astuce. Une autre qui est particulièrement utile pour les histoires transfrontalières, c'est pour ça que c'est bien de réseauter avec quelqu'un qui est à l'étranger. Par exemple, un journaliste en Russie peut faire de la recherche sur un récit en Azerbaïdjan ou inversement. On peut donc s'échanger les récits entre vous. Donc le journaliste russe fait votre boulot et inversement. Ça, c'est une astuce. Mais il n'y a pas de sécurité absolue. Il faut considérer les risques. Moi, j'ai confronté le risque et j'en ai payé le prix pour avoir fait ce que j'ai fait. C'est difficile. Donc, j'ai continué de faire ce que je fais. Et voilà une autre clé. Continuez de faire ce que vous faites, vous les journalistes, malgré toutes les menaces. Et là, ils comprennent que menacer un journaliste, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est une des choses que nous devons faire. Nous devons continuer notre travail. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes arabes dans cette conférence et donc ce sera intéressant pour eux. Un exemple de ce travail collaboratif, nous avons des Égyptiens, des Roumains et des Espagnols et des journalistes d'Azerbaïdjan ont travaillé ensemble sur les finances de Hosni Moubarak. Hussein Salam était quelqu'un qui était un proche de Hosni Moubarak et il a gagné beaucoup d'argent en vendant du pétrole grâce à des contrats un peu douteux. Et cet individu, Hussein, a fait l'objet d'une enquête grâce à Investigative Dashboard. Et nos collègues en Roumanie ont trouvé des traces de son entreprise en Roumanie parce qu'ils ont pu enquêter sur des avocats suisses et eux travaillaient pour le compte d'une entreprise au Panama qui, elle, a ouvert une autre entreprise en Roumanie. Si bien que les enquêteurs roumains ont pu suivre les finances de cet individu. On pense que cela s'élève à 4 milliards de dollars. C'est donc une somme phénoménale. Et donc ensuite, moi, je me suis engagée dans le processus parce qu'après la Révolution, lorsque la police égyptienne a commencé à chercher des informations sur cet individu, ils ont échangé la propriété de cette entreprise. Et 2 individus d'Azerbaïdjan sont apparus dans les documents. J'ai réussi donc à trouver le lien entre ces 2 individus
d'Azerbaïdjan et Hussein Salam. Donc voilà l'histoire tout entière. C'était donc une enquête transfrontalière. Des journalistes dans 4 pays ont travaillé là-dessus et c'était intéressant parce que la police espagnole n'avait pas de preuves suffisantes pour arrêter les personnes qui étaient liées à cette affaire. Et ensuite, ils ont décrété une détention à domicile. Peut-être pour terminer sur cette question, et peut-être pour vous deux, Stéphane et Radija, est-ce que, on l'a vu avec ce qu'on a appelé l'opération Offshore Leaks récemment, est-ce qu'aujourd'hui, dans ces affaires de corruption, d'argent caché, on peut envisager de travailler seulement avec des journalistes, ou il faut des journalistes et éventuellement des développeurs ou des très bons connaisseurs des réseaux informatiques et de la technique pour aller récupérer des informations? Premier point de la question. Et deuxièmement, et ça a été évoqué là, est-ce qu'on peut envisager de travailler seulement au niveau national ou il faut absolument travailler avec des partenaires, des journalistes dans les autres pays qui sont concernés? Parce que l'argent, lui, il passe facilement les frontières et les journalistes beaucoup moins. Well, for both Eh bien, pour les deux questions, la réponse est oui, bien sûr. Aujourd'hui, si en tant que journaliste, vous voulez couvrir cette thématique, c'est très important d'avoir le soutien de développeurs. Bien sûr, vous, en tant que journaliste, peuvent commencer à apprendre ces sujets. J'en ai beaucoup appris sur la sécurité en ligne, comment crypter les données, et ainsi de suite. Mais maintenant, j'ai passé tant de temps à faire ça, je me dis que ça aurait été mieux d'avoir juste un associé qui en aurait été responsable. Et en ce qui concerne l'analyse des bases de données de l'Internet, je pense que c'est mieux de former des partenariats entre les journalistes et les développeurs plutôt que d'avoir des journalistes qui doivent apprendre tout cela après avoir appris toutes les autres compétences qui leur sont nécessaires. La deuxième partie de la question, c'est que bien sûr, aujourd'hui, il faut travailler de manière transfrontalière. Je ne pense pas que ce soit possible de faire même une seule histoire en national. Si on regarde ça sur une plus large échelle, je suis sûre qu'on trouvera toujours des liens avec d'autres pays. Et quand on fait vraiment des grosses enquêtes, parfois il y a des enquêtes qui incluent plus de 20 pays. Alors, nous avons besoin de collègues partout. Donc, nous avons des collègues dans des pays où nous travaillons, où nous avons des collègues qui travaillent. Donc, c'est très important à la fois d'avoir des développeurs à vos côtés et également de travailler en collaboration transfrontalière. Voilà donc le genre de mélange que vous voulez faire. Donc, vous donnez des outils pour le reporting transfrontalier ou même si vous n'avez pas un soutien physique, vous allez pouvoir aller trouver des bases de données. Mais également, nous avons des personnels qui vont racler les bases de données pour vous trouver des choses intéressantes. Elle voulait dire que même si cela ne vous suffit pas lorsque vous regardez, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, bien sûr, vous pouvez écrire à ce site web et on vous donnera, vous obtiendrez l'assistance des reporters qui travaillent sur ce site. Sur le site web, il y a un outil qui vous permet d'écrire ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Ça, c'est important. On ne veut pas que cet outil soit abusé par des chercheurs de diligence requise, par exemple. Donc, nous essayons de travailler seulement avec des journalistes. Vous allez donc y inscrire votre requête et pourquoi. Par exemple, moi, parfois, je reçois des demandes de la part de OCCRP qui me demande de lui aider à trouver des informations en Azerbaïdjan. Si je peux le faire, j'essaye de le faire. Si je ne peux pas le trouver, alors je dis non, je suis désolée, cela dépasse mes capacités. Mais nous avons beaucoup de personnes dans différents pays. Il y a donc cet endroit où vous pouvez donc vous inscrire en tant qu'utilisateur. C'est important que vous soyez un journaliste qui travaille pour un vrai bureau de journaliste ou un média.
Parce que parfois, ce sont des criminels qui demandent de l'aide. Nous devons pouvoir comprendre qui vous êtes et dans ce cas-là, nous vous aiderons. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Oh, sorry. Oui, excusez-moi, moi j'avais juste une question. Alors, juste un petit mot de présentation pour nous dire qui vous êtes et puis votre question. Oui, bonjour, je m'appelle Hugo, je suis journaliste au Progrès à Lyon. Le service que vous proposez est vraiment exceptionnel à ce qu'on en voit et c'est gratuit. Envisagez-vous de le faire passer payant afin notamment de dégager des moyens qui vous permettraient de mettre à jour vos bases de données? Okay, this is made as a project. Alors ça a été élaboré en tant que projet grâce aux donateurs qui ont payé pour ce projet. En bas, vous verrez la nation qui a payé pour cette fondation. Et donc maintenant, il nous reste quelques fonds pour pouvoir continuer notre développement, mais nous aimerions donc donner des informations qui soient gratuites. Et pour l'instant, nous avons un financement qui nous permet d'être accessible et gratuit. Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir si nous perdons ce donateur, mais pour l'instant, ça va, nous avons suffisamment de fonds. Donc c'est sûr, pour une certaine période de temps, ce sera gratuit. Eh bien, merci. On va conclure. Merci à Stéphane. Merci à Radija aussi pour son témoignage. Et puis, puisqu'il est question de réseau et de travail en réseau, au niveau mondial, on a le début d'un joli réseau, là, ici, dans la salle, et puis dans l'autre à côté. Merci beaucoup. On peut les applaudir.